la politique nationale est déterminée et conduite par le gouvernement, article 20, et sous la direction du Premier ministre, article 21. Donc si on a une cohabitation demain, et que cette cohabitation se fait avec l'extrême droite, on aura une politique d'extrême droite. Les mots de la République. Dans le contexte politique actuel, nous avons décidé de contribuer au débat public en donnant des définitions de ces termes qui sont aujourd'hui quotidiennement dans le débat, dans le champ politique, suite bien sûr à la dissolution de l'Assemblée nationale. Nous sommes avec vous, Marie-Anne Cohandet, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure de droit constitutionnel à Paris Panthéon-Sorbonne. On vous doit droit constitutionnel aux éditions LGDJ. Et le mot que je vais vous demander de définir, c'est le mot cohabitation. Alors, cohabitation, c'est le fait d'habiter ensemble. Le mot cohabitation est apparu après la Deuxième Guerre mondiale. Il a été utilisé surtout après la Deuxième Guerre mondiale, au moment de la crise du logement, où les gens étaient obligés de vivre ensemble. Et on retrouve cette idée de contrainte et de désagrément lorsque ce mot est utilisé pour la première fois pour désigner la situation dans laquelle un chef de l'État et une majorité parlementaire sont politiquement opposés. Donc cette situation, elle a existé dans toute notre histoire constitutionnelle et elle est très fréquente à l'étranger, mais en France, elle a une acuité particulière. Alors on peut préciser les mots un petit peu. Situation donc de coexistence entre un chef d'État et une majorité parlementaire. Ce chef d'État peut être un roi, un président de la République, peu importe. La majorité parlementaire, en réalité, le plus souvent, c'est la majorité à l'Assemblée nationale. Et quand on parle de la cohabitation en France, ça veut dire que la majorité des députés s'oppose au président de la République. Aux États-Unis, comme ce n'est pas un régime parlementaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrôle du gouvernement par le Parlement, c'est-à-dire que le Parlement n'a pas le pouvoir de renverser le gouvernement. Donc aux États-Unis, on parle de congruence, non-congruence, c'est-à-dire que les chambres, l'une ou l'autre, peu importe, sont du même bord ou pas que le président. Et aux États-Unis, on voit que quand le président a une ou deux chambres qui sont du même bord que lui, il est beaucoup plus facile pour lui d'exercer sa politique, alors que quand elles sont opposées, c'est plus difficile, ça peut être conflictuel. Est-ce que l'on peut dire, Marie-Anne Cohandet, qu'il y a une répartition précise dans l'exercice de la cohabitation entre les pouvoirs du président et ceux du chef du gouvernement, domaine réservé, article 16? Quels sont ces pouvoirs propres du président de la République? Alors, ce qu'il faut voir, c'est que la conséquence majeure de la cohabitation, c'est de nous obliger à un respect beaucoup plus strict de la Constitution. C'est-à-dire qu'il faut voir que la Constitution de 1958, c'est bien celle d'un régime parlementaire, c'est-à-dire un régime dans lequel le gouvernement est choisi et contrôlé par la majorité des députés. Et le président, lui, est un arbitre. Les articles majeurs, c'est l'article 5 qui dit que le président veille au respect de la Constitution et des traités et qu'il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Mais le gouvernement la politique nationale est déterminée et conduite par le gouvernement, article 20, et sous la direction du Premier ministre, article 21. Donc si on a une cohabitation demain, nous aurons une politique, et que cette cohabitation se fait avec l'extrême droite, on aura une politique d'extrême droite. Donc ça, il faut bien en avoir conscience. Souvent, les gens s'imaginent que la cohabitation, c'est la cogestion. Pas du tout. Pas du tout. La plupart des pouvoirs appartiennent réellement à la majorité parlementaire et au gouvernement qu'elle choisit. Alors, quels sont les pouvoirs qui restent au président de la République? Les pouvoirs qui restent au président, eh bien, ce sont ce qu'on appelle ses pouvoirs propres, c'est-à-dire les pouvoirs qui ne sont pas soumis au contre-seing, c'est-à-dire les pouvoirs pour lesquels on n'a pas l'obligation d'avoir une signature du Premier ministre et du ministre responsable qui montre l'accord du gouvernement avec le président. Or, ces pouvoirs sont très réduits. Article 8, alinéa 1, pouvoir de nommer le gouvernement, mais pas de pouvoir de le révoquer. Donc apparemment, on se dit le président peut nommer le gouvernement qu'il veut. Oui, sauf que
ce gouvernement ne doit pas être renversé par le Parlement. Et ça va être là la très grande difficulté, parce qu'on va très probablement avoir une chambre très difficile à diriger, une chambre dans laquelle il sera difficile d'avoir une majorité. Donc en réalité, c'est la majorité des députés qui choisit le gouvernement, et le président est contraint de choisir comme Premier ministre celui qui est voulu par la majorité des députés. Donc article 8 alinéa 1, pas de pouvoir de révocation en droit. Article 11, référendum, oui, mais il lui faut une proposition, pas évident en période de cohabitation. Article 12, droit de dissolution. Pardonnez-moi, je vous ai coupé, Marianne Cohendet. Est-ce que ça ne peut pas être une proposition populaire? Le Oui. référendum Le d'initiative. référendum peut effectivement être une proposition populaire, mais on a vu que les conditions du référendum d'initiative partagée sont tellement exigeantes que ça va être très difficile tout de même. Mais en tout cas, ça ne sera pas un pouvoir majeur du président. Donc 8 alinéa 1, 11 référendum, 12 droits de dissolution, c'est un pistolet à un coup, là, le premier coup est parti, il faut attendre un an. 16, les pouvoirs exceptionnels, donc là, en cas de crise majeure, certes, ça reste une roue de secours, mais on peut espérer qu'on n'ait pas les pouvoirs exceptionnels tous les jours. Mais c'est un pouvoir propre. Ah, c'est un pouvoir propre. Et le président est très libre. Il peut en user en appréciant lui-même ce qu'il considère comme étant une crise. Exactement. Et donc, c'est un pouvoir très important. Et il faut faire attention. Et M. Le Pen disait il y a quelques années que s'il y avait des manifestations dans la rue après son élection, il pourrait y recourir. Bon, il faut quand même qu'il y ait des conditions respectées par le texte. Sinon, il peut être accusé de ce qui n'est plus de la haute trahison explicitement, mais qui est un usage manifestement abusif de ses pouvoirs. Donc, il y a quand même ce risque, article 68. Donc 8, 11, 12, 16, 18, le droit de message, c'est pas un grand pouvoir. Et ensuite 54, 56, 61, c'est les relations entre le président et le Conseil constitutionnel. Nomination de 3 membres, désignation du président, saisine du Conseil constitutionnel. Ça va pas chercher très loin. Donc il faut bien voir qu'en période de cohabitation, et Giscard l'avait très bien dit en 78, quand il avait failli cohabiter avec un Mitterrand Premier ministre, au droit de dissolution près, le président est quand même très désarmé, il ressemble à la reine d'Angleterre. Mais alors, ça veut dire que l'idée que le président demeure le chef des armées et demeure maître de la politique étrangère de la France? Alors, c'est le point le plus explosif au sens propre du terme. En effet, ce qui s'est passé dans les cohabitations précédentes, c'est que, en dehors des cohabitations, en matière de défense et diplomatie, parce que De Gaulle était général et qu'il se passionnait pour ces questions, il avait imposé sa volonté propre. Donc, hors cohabitation, en pratique sous la 5e, c'est le président qui dirige ces domaines, même si dans le texte, c'est pas du tout aussi évident. En période de cohabitation, on est passé à l'idée d'un secteur non plus réservé mais partagé, d'un domaine non plus réservé mais un domaine partagé entre président et Premier ministre. Pendant les 3 premières cohabitations, on avait des positions qui certes pouvaient être différentes mais pas diamétralement opposées. Si demain on se trouve avec une majorité parlementaire favorable à la Russie, l'extrême droite, face à un président de la République. Elle le récuse. Elle le récuse officiellement, mais tout de même, la plupart de ses actes et des votes de ses élus montrent qu'il y a tout de même des liens extrêmement étroits, sans parler des accords financiers qu'ils ont eus dans le passé et de l'influence sur les réseaux sociaux qui est quand même très, très marquée. Donc là, on a vraiment un danger majeur pour la Ve République parce qu'on risque d'avoir des désaccords extrêmement importants. Et même si le président est chef des armées, etc., il demeure que le budget est voté par le Parlement. Marianne Cohendet, dans l'hypothèse où il n'y aurait pas de majorité claire, vous l'avez évoqué rapidement, pas de majorité claire et donc pas de possibilité de nommer, par exemple, le chef du parti qui aurait obtenu la majorité absolue. L'instabilité est envisageable. Alors, s'il y a une majorité absolue, il n'y a pas de problème. Si la majorité, effectivement, est relative, le vrai critère, c'est quoi? On peut très bien avoir un gouvernement minoritaire, on le voit actuellement. Le vrai critère, c'est quoi? C'est est-ce que contre le gouvernement, il y a une majorité qui est capable de le renverser. C'est l'article 49.2 de la Constitution, la motion de censure, c'est-à-dire que le président va choisir le gouvernement qu'il veut,
sous réserve qu'il ne soit pas renversé par le Parlement. Et ce qu'on peut craindre, c'est que les gouvernements soient renversés systématiquement. Parce qu'on va avoir ces trois groupes qui s'opposent les uns aux autres. Il ne faut pas oublier que c'est un contexte un petit peu comparable dans lequel on a vu l'arrivée des nazis au pouvoir dans l'Allemagne de Weimar. Vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère. Ah ben non, enfin il faut tout de même remettre les choses à leur juste place. Et il faut se souvenir qu'à cette époque-là, aucun gouvernement n'arrivait à rester en place, que le Parlement renversait systématiquement tous les gouvernements, et du coup le président procédait à des dissolutions régulièrement, et à chaque dissolution, on voyait l'extrême droite qui progressait, jusqu'au moment où on a eu un accord, et je pense aux déclarations de M. Ciotti hier, entre la droite et l'extrême droite, où tout le monde s'est dit « Oh bon, Hitler c'est un petit clown, on s'en débarrassera très vite, on s'en sert pour un accord de gouvernement », où la droite était convaincue qu'elle allait pouvoir imposer ses valeurs et que l'extrême droite ne jouerait qu'un rôle tout à fait mineur. Et donc c'est ça qui leur a permis d'accéder au pouvoir. Merci Marie-Anne Cohandet. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Droit constitutionnel aux éditions LGDJ.